Mercredi 22 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de Nana FM avec pour mission d'œuvrer aux côtés des travailleurs du secteur du bois et de la construction. La Fédération des travailleurs du bois et de la construction du Togo travaille d'arrache-pied pour une meilleure condition de vie et de travail pour le domaine du bois et de la construction. Mais depuis plus d'un an, comme vous le savez, la pandémie à coronavirus sévit un peu partout et tous les secteurs sont durement touchés. Qu'en est-il du secteur du bois et de la construction? Pour en savoir plus, nous recevons en studio M. Ayaouk Mandou, secrétaire général de la FTBC. Monsieur Ayaouk Mandou, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Nana FM. Alors, les auditeurs ont la possibilité de réagir sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 dans une vingtaine de minutes. Avec Staltech à la mise en onde, je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Fédération des travailleurs du bois et de la construction du Togo. Monsieur Mandou, est-ce que vous voulez bien nous présenter un peu la FTBC? Oui, merci, cher ami. La Fédération des travailleurs du bois et de la construction est une organisation syndicale créée le 13 février 2001. Donc, au jour d'aujourd'hui, la Fédération célèbre ses 20 ans. Elle est composée d'une dizaine d'organisations syndicales de base de tous les secteurs du bois et de la construction et des structures d'économie sociale et solidaire, des structures qui apportent sur le plan social une assistance à ses membres et bien entendu à d'autres qui sont adhérents. Donc, il faut dire que la Fédération, durant ces 20 années, a travaillé d'arrache-pied et le résultat le plus meilleur que nous pouvons être satisfaits de cette fédération, c'est la signature l'année dernière, c'est-à-dire, je dis l'année dernière, en 2019, de la convention collective des BTP. Vous savez, notre secteur a été délaissé, c'est-à-dire que oublié, sans convention depuis plus d'une cinquantaine d'années. Il a fallu 8 ans de travail avec les partenaires sociaux, notamment les employeurs du secteur, pour travailler d'arrache-pied avec un certain nombre d'engagements pour parvenir à cette convention. Oui, bien entendu, cette convention n'est pas encore la meilleure par rapport à notre vision, mais nous disons que c'est déjà un document de référence sur lequel les entreprises et les travailleurs, les organisations syndicales et les travailleurs peuvent se baser aujourd'hui pour discuter de vive voix. Et déjà, ça fait presque 2 ans que la convention est signée. Nous pensons sincèrement que dans le futur, nous aurons arrivé avec l'évolution, à actualiser les choses dans la convention collective de BTP que nous venons de signer. Alors, comment se porte à ce jour le secteur à 2 ans après la signature de la convention? Il faut reconnaître qu'à 2 ans de la signature de la convention, le secteur se porte très mal parce qu'il faut souligner un certain nombre de choses. Bon nombre de camarades n'ont pas pu bénéficier des nouveaux éléments de cette convention à cause de cette crise de la pandémie qui est arrivée au juste en 2019, fin d'année 2019, et qui a bloqué tout le secteur. Les activités syndicales sont totalement au ralenti. Vous ne pouvez plus facilement faire un certain nombre de sensibilisations, mais nous essayons de faire des efforts pour que quelques entreprises puissent vraiment respecter le minimum dans le secteur. Mais il faut dire que les travailleurs dans notre secteur, à l'heure actuelle, au de la pandémie, tire le diable par la queue. La vie est très précaire. D'ailleurs, elle était précaire déjà avant la pandémie, donc ça ne fait qu'enfoncer nos membres qui sont la plupart dans l'informel. Vous savez, le secteur du bois et de la construction, les activités sont en dents de scie, nous disons en dents de scie, les gens vivent sur des projets au quotidien, et surtout dans l'économie informelle où il y a plus de 70%, voire 80% de travailleurs dans le secteur, et les gens ont des difficultés à subvenir vraiment aux besoins, surtout en cette période de pandémie où les entreprises n'ont pas, que ce soit les petites et moyennes entreprises, que ce soit les multinationales au Togo, n'ont pas assez de travail, et ça donne vraiment un sentiment vraiment d'abandon
de ce secteur. Et ceux qui ont peu de travail, ces entreprises multinationales qui ont peu de travail, un certain nombre de ces entreprises paient mal les travailleurs, absents de sécurité, d'hygiène et sur les lieux du travail, des accidents de travail au quotidien, que ce soit de petits accidents de travail ou de grands accidents de travail qui conduisent à la mort. Donc le secteur est dans un environnement très précaire. Alors, est-ce que les femmes travaillent aussi dans ce domaine du bois et de la construction? Oui, c'est une question fondamentale que j'apprécie très bien. En réalité, quand vous voyez ce qu'on appelle le secteur du bois et de la construction, ce secteur n'est pas si présente, ne voit pas une présence assez féminine dans le secteur, mais dans un sous-secteur, il y a les femmes qui sont présentes. Quand nous prenons le secteur des graviers, où les femmes sont en amont, qui font l'extrait de ces graviers d'une manière informelle, vous allez trouver beaucoup de femmes. Quand on prend le secteur du bois, où les femmes font de la sylviculture, vous allez voir des femmes. Mais au niveau des chantiers et autres, il y a quelques femmes qui ont le courage de percer le secteur dans la menuiserie, peut-être dans la maçonnerie, dans la conduite des engins lourds. Il y a quelques femmes. Et surtout, on rencontre les femmes dans l'administration, des entreprises de ce secteur. Donc, il faut dire que la présence des femmes aussi n'est pas si négligeable, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les femmes puissent vraiment embrasser les activités dans ce secteur. Alors, la finition de la construction du centre d'économie sociale et solidaire à Guanivé, la relance de la formation professionnelle des jeunes, le recrutement du personnel technique et l'installation des points focaux sur toute l'étendue du territoire national, telles sont entre autres les grandes actions que vous avez envisagées pour l'année 2021. Où en sommes-nous à ce jour par rapport à ces projets? Oui, il faut dire en toute franchise que toutes ces initiatives, toutes ces axes stratégiques que nous avons mis en place comme action, que nous avons voulu, nous n'avons pas pu dérouler tous ces axes, notamment le centre de la construction, les travaux de construction du centre d'économie sociale et solidaire qui est ici à Goya. Les travaux continuent et c'est ici le lieu de remercier déjà le groupe Vinci. Le groupe Vinci, vous connaissez le groupe Vinci au Togo, c'est le groupe Sogia Satom qui accompagnait à plus de 90% les travaux de construction. Oui, c'est vrai que ces entreprises jouent sur la responsabilité sociétale ou sociale dans leur rôle, tant sur le plan national qu'international. Et c'est ici le lieu de remercier également aussi Eiffage, qui est une entreprise également française, qui aussi apporte en partie de soutien. Il y a aussi l'entreprise CCT qui nous soutient dans la construction de ce chantier. Mais le chantier n'est pas encore fini, c'est toujours en cours. Et ce chantier doit nous permettre, la finition de ce siège doit permettre à la Fédération des travailleurs du bois et de la construction d'avoir accentué la question de la problématique sur la formation professionnelle des jeunes en théorie et pratique, qui est une évidence que nous avons démarré depuis l'année 2010 grâce à nos partenaires hollandais qui nous avaient subventionnés pour pouvoir faire la sortie de la première promotion dans le cadre de la formation professionnelle des jeunes. Et ce centre abritera un complexe d'initiatives sociales sur le plan santé pour les travailleurs et la population du quartier, sensibilisera beaucoup plus aussi les femmes sur le rôle de l'environnement, la protection et autres. C'est un centre qui va nous permettre un certain nombre de choses. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, il faut souligner qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir lancer les centres. Concernant l'installation des points focaux et autres, nous continuons à travers des visites, des contacts, mais il y a encore beaucoup de points focaux que nous devons installer à l'intérieur du pays et autres pour pouvoir renforcer la visibilité et l'action syndicale sur le terrain. En d'autres, le recrutement du personnel. Le recrutement du personnel, on n'est pas encore à ce niveau parce que il faudrait que
nous trouvons un peu de partenaires pour pouvoir soutenir le projet du centre. Et le personnel technique en tant que tel, la FTBC en dispose déjà, qui vont continuer à faire le relais. Mais pour ceux qui vont faire les cours théoriques, nous sommes en train de préparer vraiment ce point pour pouvoir faire en sorte que ici, il y a des camarades de nos organisations qui ont la compétence de faire, seront vraiment mis en avant. Nous avons de ces ressources humaines et nous aurons des personnels ressources extérieures également à qui nous allons faire appel. Au fait, la formation professionnelle telle que dans les futurs jours, telle que nous voulons, ça va être animé en séminaire. Les gens auront beaucoup plus à travailler dans la pratique et on organisera 2 semaines, 3 semaines de séminaires pour ces jeunes qui ont le désir d'entrer dans le secteur pour pouvoir apprendre un certain nombre de choses sur le plan théorique qui va être confronté sur le plan des pratiques sur le terrain. Donc voilà un peu le canevas de ce projet que nous pouvons décliner dans notre projet. Mais malheureusement, il faut dire que les choses sont au ralenti avec la COVID-19 qui nous empêche vraiment d'évoluer normalement parce que lorsque vous savez que l'organisation syndicale la plus sa bête noire en Afrique et surtout au Togo, c'est la question de la cotisation des membres. Bon nombre de membres ne cotisent pas et les syndicats de base du coup n'ont pas les moyens pour pouvoir financer, pour pouvoir honorer leur engagement au niveau de la fédération. Donc, on est en restreinte de ressources, on est en suffisance de ressources. Donc, il faut toujours faire appel à des bonnes volontés comme partenariat pour pouvoir avancer. Mais nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, nous irons jusqu'au bout de ces objectifs. Alors, Monsieur Bando, pour certains, au lieu de laisser les enfants continuer à l'université, faire de grandes études pour revenir à la maison, et certaines personnes proposent que tout de suite après le bac, qu'on les entretienne avec ces formations professionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous pensons que c'est une bonne initiative. Vous savez, le Togo est à construire totalement. Est à construire sur tous les plans, sur le plan surtout d'infrastructure. Vous savez, nous n'avons pas, au Togo, on n'a pas de logement adéquat, logement adapté. Et le secteur du bois et de la construction était un secteur du bâtiment, des travaux publics, qui a apporté beaucoup. Et si vous prenez sur ce plan, il y a des centaines de milliers d'emplois qu'il est nécessaire de créer. Aujourd'hui, les cadres que nous avions, ceux qui ont la formation professionnelle qualifiée, sont pour la plupart à l'extérieur aujourd'hui, de par le Togo, à cause des conditions de vie et de travail ici. Ces cadres sont à l'extérieur. Alors, si les jeunes qui ont leur bac veulent s'engager dans le secteur du bâtiment, il serait une très bonne initiative qu'on puisse les soutenir, les accompagner, afin que ces jeunes-là puissent avoir la qualification qu'il faut pour pouvoir faire face aux défis que nous aurons dans le futur, dans le cadre des travaux d'infrastructures, des grandes infrastructures en construction. Il est un peu dommageable qu'aujourd'hui, vous allez voir que au niveau de certaines entreprises multinationales, lorsqu'elles arrivent sur le territoire pour pouvoir trouver de la main-d'œuvre qualifiée, sont obligées de faire venir des expatriés, alors que le Togo, dans le temps, avait une main-d'œuvre très qualifiée. Donc, il va falloir qu'on mette un accent particulier sur ça et accompagner. Et de deux, quand les jeunes sortent, ont leur bac, tout de suite, ils ont quand même encore de l'énergie. Donc, maintenant, aller perdre 3 ans, 4 ans à l'université dans des thématiques qui tournent en rond et puis après devenir encore des charges pour la famille. C'est alors que la famille a mis vraiment des difficultés pour que l'enfant puisse parvenir, puisse avoir son bac. Et vous savez, au Togo, particulièrement, lorsque vous faites effort, l'éducation est très chère. Elle est très chère. Ce n'est pas ces derniers temps que le gouvernement a allégé les frais de scolarité, mais en dehors des frais de scolarité, il faut dire que l'éducation en tel sens est vraiment très chère pour les parents compte tenu de leur vie. Alors, pour cela, certains parents ont le droit on pense qu'il serait très mieux que leurs enfants soient tout de suite après le bac à suivre une formation professionnelle pour avoir peut-être le CAP dans les BTP, le CAP bâtiment dans le BTP ou le CFA et autres pour pouvoir subvenir
d'ici 1 ou 2 ans, 3 ans maximum, au besoin. Et il faut dire que si vraiment le gouvernement veut mettre beaucoup plus d'accent pour mieux faire des efforts dans le cadre des travaux d'infrastructure au Togo, il faut se dire que notre secteur va trouver beaucoup d'emplois. Et c'est d'ailleurs ce que nous souhaitons. Et il faut que les deux axes vont de pair, notamment la politique de l'employabilité des jeunes liée avec la formation professionnelle et dans chaque secteur professionnel. Et surtout pour notre secteur, nous sommes là pour plaider vraiment cette cause et pour assouplir un peu les besoins des populations et surtout des parents qui désirent, et pour les jeunes, une stratégie d'opportunité pour la création d'emplois. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pub. En quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Alors, réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde et une fois vaccinés, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Allez-y. Monsieur le syndicaliste, bonjour. Bonjour Pélé. Bon, concernant le bois, je pense que c'est avec le bois qu'on fabrique le charbon. Et que c'est indispensable dans le foyer. Et que si le gouvernement qui interdit des fois d'aller chercher des bois dans les forêts, de ne pas détruire les forêts, quel possible vous faites envers le gouvernement pour sensibiliser ou bien pour diminuer le prix de gaz du bac qui va encourager les gens à ne pas aller vers le charbon? Quel possible vous faites vers le gouvernement? Deuxième préoccupation, c'est concernant aussi le plus de volet qui est à 35 000 francs. C'est que quelqu'un qui va au service et le retour va arriver à la fin du mois avec 35 000 francs. Si on prend les femmes à jour, est-ce que le salaire peut faire à un Togolais? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour. Albert. Oui, Albert. Oui, allez-y. Bonjour, M. Malou. Bonjour Albert. Bon, ce n'est pas parce qu'au Togo, on n'a pas une véritable politique de grands travaux qui fait que ceux qui sont spécialisés préfèrent aller ailleurs, et en deuxième position, qui ne motive pas les jeunes à embrasser le secteur professionnel. Comment, en tant que défenseur de ce secteur, vous pouvez travailler avec les autorités pour faire en sorte que même ceux qui sont sur place et qui ont la charge d'être embauchés dans les multinationales soient mieux traités pour pouvoir permettre à leurs jeunes d'embrasser cette carrière? C'est bon? Albert est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que l'auditeur est toujours là? Il est parti. Bon, avant que d'autres auditeurs n'interviennent, il a appelé, il a abordé une partie de mes questions. Et, le décret interdisant l'exportation des produits forestiers sillage sous forme brute ou semi-brute, qu'est-ce que vous faites? Nous avons un auditeur? Nana FM, allô? Oui, alors, bonjour. Bonjour. Oui, oui. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Je vais diminuer le volume.
Allô? Allô? Oui. Je pense que ça va. Oui, ça va mieux. Ok, monsieur, bonjour, bonjour. Bonjour. Je voudrais m'adresser surtout à monsieur Manzou. Et tout à l'heure, Norbert a dit que certains éditeurs proposent à ce que, au niveau de l'éducation, à partir du bac, nos enfants soient orientés vers le métier de la pratique technique. Je pense que déjà, au niveau du bac, c'est mon point de vue, c'est déjà trop tard. L'orientation doit se faire déjà après le CPD ou le BBC. Parce que s'il faut attendre le bac, ça sera encore des années de perdu pour rien. Et souvent, quand les enfants arrivent à ce niveau, ils réussissent à aller faire des travaux manuels. Donc, moi, ce que je voudrais souligner, c'est que M. Bandou puisse approcher le ministère de l'Éducation nationale pour qu'on crée beaucoup de collèges techniques et apprécier le niveau de chômage. Je pense que c'est l'un des moyens les plus simples pour diminuer le chômage des jeunes au Togo qui sont obligés d'aller conduire des comme on le dit d'ordinaire. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. On prend un dernier auditeur, on donne la possibilité à l'auditeur de répondre. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Oui, Tata Raguel, bonjour. Oui, bonjour. Je salue l'invité. Bonjour. Oui. Donc, moi, ce que je voulais ajouter, je vois que nos gouvernements, ils veulent nous aider à vivre comme les Européens. Mais je vois qu'en Europe, combien de personnes qui allument le charbon? C'est à cause de ça, ils ont beaucoup de plantes là-bas, des arbres pleins partout. Mais ici, on allume souvent le charbon. Et avant nous, on ne souffre pas pour le charbon. Maintenant, on a même plus de bois et le charbon aussi. Et on est obligé d'utiliser gaz. Gaz, là aussi, ça ne remplit même pas la bouteille. On a crié partout. Ils ne nous attendent pas. Ils n'ont qu'à nous aider au moins côté gaz pour que ça nous aide un peu. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Alors, Stan, pour le moment, on arrête les appels et puis on donne la possibilité. Alors, je vous le disais, il y a Pelé qui a abordé une partie de mes questions. Il y a un décret interdisant l'exportation des produits forestiers de sciage sous forme brute ou semi-brute. Et puis, avec le charbon de bois, qu'est-ce que vous, au niveau de la FTBC, vous faites? Oui, merci pour cette question, cette opportunité. Je vais essayer de brosser cette question en même temps avec la question de la dame qui est liée avec le reste. Au fait, à moi personnellement, en tant que responsable syndical, et je dirais même avec les premiers responsables de la fédération, le décret qui a été pris pour, comment on l'appelle, interdire l'exportation du bois, ce décret est arrivé tardivement. La FTBC, si j'ai encore une bonne mémoire, après notre participation au congrès de réunification de 2005, de l'international du bois et bâtiment, l'un des aspects sur lesquels le congrès qui a regroupé les 4 continents en Argentine, en Buenos Aires, ce congrès a mis l'accent sur les problématiques de l'environnement, surtout la déforestation. Et l'Afrique, donc je représentais la délégation africaine également dans ce temps, et le Togo, nous avions vraiment débattu sur les conséquences du climat. Et l'IBB, dans l'un de ses axes, a proposé un certain nombre de stratégies. Arrivé au Togo, nous avons tenu un séminaire sur ces questions des actions de sensibilisation. Mais il faut dire que nous n'avions pas été écoutés. Nous n'avons pas été écoutés dans le temps. Mais aujourd'hui, le Togo a des problèmes d'environnement. Et ces problèmes d'environnement sont liés au changement climatique. Vous savez, le Togo n'est pas un pays forestier. Le Togo, c'est un pays qui a quelques forêts pour pouvoir acclimater
la situation climatique pour pouvoir permettre aux paysans, pour pouvoir augmenter la pluviométrie et autres. Malheureusement, les années 92, 90 et autres, il y a eu vraiment des déforestations. Déforestation, en fait, en réalité, il ne faut pas dire aussi qu'il y a même dans le temps des autorités qui ont participé à cette déforestation. Excusez-moi le truc, mais la réalité, c'était ça, qui ont participé à l'exportation des grumes. L'autre aspect des exportations des grumes, c'est-à-dire que lorsque vous exportez les grumes, ça ne crée pas de l'emploi, ça ne crée pas de l'emploi en tant que tel, et ça ne crée pas aussi de la valeur ajoutée. Vous exportez, alors que si vous pouvez avoir la capacité de transformer sur place, ces grumes sur place, ça doit créer de l'emploi et autres. Bon, aujourd'hui, le gouvernement s'est réveillé et a fait sortir un décret pour pouvoir arrêter l'exploitation. Mais il faudrait que ce décret soit accompagné de mesures. C'est pourquoi tout dernièrement, nous nous sommes dit, étant donné que nous sommes des citoyens et qu'il y a des éléments dans le secteur, des gens, des travailleurs dans le secteur, nous avons dit qu'il serait judicieux qu'on puisse faire venir du bois qui traîne peut-être en Afrique centrale pour pouvoir alimenter la consommation au Togo. Bon, au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y avait eu des pas, une délégation même qui est partie dans ces pays pour pouvoir faire l'étude, pour voir la possibilité. Il y a des pas, mais tout ça, c'est presque un peu trop tard. Et s'il faut accompagner, il faut diminuer la problématique de consommation du charbon de bois et des bois de chauffe et autres, il faudrait que le gouvernement mène une politique de réduction des prix des gaz butane. Faire en sorte que tous les ménages aient d'abord la possibilité de consommer le gaz. Et là, nous allons progressivement accompagner la population vers l'utilisation automatique du gaz et qui va donner un peu de souffle à quelque peu de forêt que nous avons encore pour pouvoir. Voilà le problème. Maintenant, le gouvernement, le décret est bien plus, nous saluons, mais les mesures là ne sont pas dans le gaz coûte très cher au Togo qu'au Burkina, qu'au Niger. J'ai été au Burkina, je ne sais pas, mais le prix du gaz, il y a beaucoup de choses. Nous disons que c'est de l'anomalie au niveau de la gestion sur ce point. L'autre aspect, c'est pourquoi d'ailleurs au niveau de la fédération, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons commencé par motiver les gens à obtenir le gaz à moindre coût. Parce que les ménages n'ont pas les moyens. Si par tontine, nous pouvons vous procurer du gaz et que vous pouvez payer au niveau des travailleurs. C'est cette politique que nous sommes en train d'initier au niveau de la fédération pour accompagner les ménages avec. Il va falloir que le gouvernement revienne sur une étude spécifique pour voir quel est le coût, quelle est la possibilité, qu'est-ce qu'on pouvait faire normalement pour pouvoir accompagner les ménages à avoir. Je dirais tout d'emblée que normalement, et ça va lier un peu au cynique en même temps, qu'on essaie de voir dans quelle mesure on pouvait faire une augmentation automatique du prix de bulletin de guerre sur le salaire automatique indexé aux gens. C'est-à-dire que chaque mois, que les gens aient sur leur salaire immédiatement, que ce soit pour le secteur privé ou autre, le coût de gaz, et ça serait une contribution du gouvernement et pour ceux qui sont dans l'informel. L'autre aspect que je pourrais poser, la FTBC avec ses organisations de base, nous faisons des efforts pour faire aussi la politique de reboisement. Mais il faudrait qu'on ait un plan pour pouvoir faire le suivi de ces plans, de ces jeunes plants plantés, pour que ces jeunes plants puissent évoluer. Et aujourd'hui, il est fondamental, avec la décentralisation, que les communes prennent ces responsabilités-là, que le gouvernement puisse doter les communes pour voir de près la question du prix la question de l'approvisionnement des gaz pour les ménages dans chaque commune, faire le suivi, la question de lier le reboisement de l'environnement dans chaque commune par rapport aux ménages, à tel enseigne que là, si je suis un ménage et j'ai des difficultés pour obtenir le gaz, je ne peux que m'adosser au bois qui est dans l'environnement, dans le quartier. Et là, ça crée vraiment des difficultés. Donc voilà un peu l'aspect de la problématique sur le plan environnemental lié à l'interdiction de l'exploitation, de l'exportation du bois et du gaz butane. Nous avons fait une série de propositions. L'autre aspect des questions de nos auditeurs, c'est les jeunes avec la formation professionnelle et autres.
il faut dire en toute sincérité que l'auditeur qui a dit que la formation professionnelle déjà au niveau des bacs est déjà trop tard, il a bien vu juste. Nous avions déjà, en 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus, dans une émission, déjà dit que je suis un peu désolé que au niveau de lycée technique d'Adidogomé, que moi j'ai fait dans les années 92 et autres, qu'on puisse prendre une partie de ce lycée-là pour pouvoir faire des logements sociaux. C'était vraiment une politique totalement gauche. Qu'on installe des logements sociaux au sein du lycée et qui est aujourd'hui, quelques années après, inachevé, inhabitable. On aurait dû, du moment où l'enfant a eu le BPC, avoir au sein de ce lycée-là déjà à côté, créer une structure de la formation professionnelle pour orienter le jeune. D'ici 3 ans, le jeune aura son BTS, ou je dis son BT ou bien son BTS en tant que technicien, déjà son bac dans le domaine supérieur. Mais ce n'est que tout récemment qu'on a pris une partie avec une FAD et autres. Je dis, mieux vaut tard que jamais. Mais il faut dire sincèrement que c'était vraiment une politique. Notre pays doit avoir une vision de politique de formation professionnelle de longue durée sur les jeunes, dans laquelle on doit intégrer les acteurs sociaux, tous les partenaires, l'employeur, les organisations syndicales avec leurs représentants dans tous les secteurs. Et voilà, donc c'est pourquoi au Ghana ici, vous allez voir les jeunes déjà à partir de CM2, avec les travaux manuels et autres, ont plus d'avance sur nous, sur un certain nombre de choses. Et il faudrait que lorsqu'on veut parler des problèmes sociaux pour le développement, il faudrait désormais que les gouvernants puissent vraiment, véritablement associer les vrais acteurs, qu'ils soient critiques ou pas, les vrais acteurs dans chaque politique. Parce que vous allez entendre, ils vont vous dire qu'ils ont fait participer des syndicats, ils ont fait participer telle ONG et autres. Vous savez, c'est peut-être des acolytes qui les accompagnent sans trop grandes propositions. Il y a des séminaires que vous allez, pendant une semaine, les représentants de certaines organisations ne vont même pas dire un mot jusqu'à la fin du séminaire. Alors, les auditeurs ont toujours la possibilité. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Michel. Oui, c'est Michel. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Oui, allez-y. Oui. Bonjour à l'invité. Bonjour, Michel. Vous savez, il y a des gens qui ont posé la question si qu'est-ce que l'invité et qu'est-ce qu'ils font pour approcher le gouvernement pour qu'on change ceci, on fasse ceci. Mais c'est dommage, hein. Ce n'est pas un syndicaliste de dire, voilà, quelle doit être la politique et de la formation dans un pays. Mais quand on voit le danger venir, il faut changer le curriculum. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons encore attendre des experts venant d'ailleurs pour nous dire, faites ceci, faites cela? Mais c'est comme ça que notre pays se dirige. Regardez la situation sanitaire, où un ennemi individu nous impose une situation où on rend la vie difficile aux gens, alors que l'informel occupe la plus grande partie de l'économie de notre pays. Donc nous avons cherché comme ça délibérément de mettre en lambeau notre économie. Et ceci, moi je voudrais particulièrement m'adresser à la commission scientifique. Le professeur David Dossel l'a dit, poser les problèmes scientifiques et résolver-les scientifiquement. On ne peut pas faire de copier-coller pour créer des ennuis énormes à notre économie. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. Donc, franchement, oui, monsieur Nobel, oui. s'il vous plaît. Franchement, il faut qu'on change la façon de faire la formation dans notre pays. Les histoires de licence, LMD, quoi là, ce sont de faire ça et faisons face à la réalité. Merci. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 68 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Bon, alors, M. Banzo, Michel qui parle de changer le curricula de formation. Oui, il faut changer le curricula de formation, c'est aussi un autre défi. Lorsqu'on parle des réformes de l'éducation, aujourd'hui on a l'impression, la réalité nous donne raison finalement, que notre système d'éducation n'est pas vraiment lié et conduit vers l'emploi. On a un système d'éducation que vous allez bûcher et après vous vous arrêtez pour savoir, bon, vous se demandez qu'est-ce que je vais faire. Alors là, c'est grave.
là, ça ne conduit pas un pays au développement. Et je dis que cette manière de système d'éducation, vous allez voir le taux de chômage en Allemagne et le taux de chômage en France, c'est différent. Le taux de chômage en Allemagne est beaucoup plus moins que le taux de chômage en France. Lorsque nous adoptons ce chemin, nous empruntons ce chemin que la France nous a inculqué, sans réfléchir fondamentalement, je pense que nous allons toujours être en arrière. Aujourd'hui, on a besoin de spécialités dans tous les domaines. Même si vous avez besoin d'un ménage dans votre maison, il faut que ce ménage-là, cette personne qui doit faire ces travaux-là, soit vraiment formée. Formée pour pouvoir mieux faire et s'adapter. Parce que le ménage à la maison doit aussi avoir la notion d'hygiène et sécurité et santé à la maison. Donc, nous devons vraiment orienter vraiment nos jeunes ou bien nos enfants vers une meilleure formation professionnelle. On a des gens, même pour servir dans les bars, il faut que ceux qui doivent être appelés pour servir dans le bar soient mieux formés. Mieux formés, comment on ouvre une bière, par exemple, comment on doit, le verre doit être apporté, la manière, même la démarche, tout ça là, il faut que... donc nous avons vraiment de soucis. L'autre l'a dit, les organisations syndicales doivent être écoutées. Quand il s'agit vraiment de l'emploi, il n'y a pas d'autres experts universitaires à appeler que les travailleurs eux-mêmes. Vous vivez la chose. Comment est-ce que vous pensez qu'on puisse l'améliorer? Et c'est pourquoi dans nos conventions, il y a cette cette possibilité de la formation professionnelle continue. Lorsque vous travaillez, on doit pouvoir vous promouvoir pour que vous puissiez avancer. Donc ce sont des réalités. Néanmoins, nous pensons que le prix de gaz et autres, nous devons revenir là-dessus. Dans les années 2010-2011, vous savez, chaque fois qu'on augmente le pétrole, la FTBC a toujours réagi. Parce que ça agit énormément sur les ménages. Et aujourd'hui, vous voyez, lorsque ces situations viennent toujours, vous allez voir que la vie devient de plus en plus chère. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans la vie chère. Et cette question de vie chère, il y a un débat déjà au sein des organisations syndicales sur le CIMIG. Le CIMIG, même s'il n'y a pas vie chère, le CIMIG devait être revu. Le CIMIG dans notre secteur aujourd'hui, le minimum c'est 50 000. Mais le CIMIG dans la convention interprofessionnelle est à 35 000. Mais c'est aberrant. Et après une dizaine d'années, c'est aberrant. C'est depuis 2011 qu'on a signé on a fait la convention interprofessionnelle. Cette convention interprofessionnelle doit être déjà en voie de révision. Et ça, c'est l'appel que nous adressons au gouvernement et au patronat et aux organisations syndicales. Cette convention interprofessionnelle doit être du moment même que le code du travail est actuellement révisé et on doit reposer les problèmes de la convention interprofessionnelle pour pouvoir orienter. Aujourd'hui, même le fou qui ne travaille pas, un fou ne travaille pas. Si vous lui donnez 35 000 francs, il ne peut même pas vivre. Mais parce que ça passe. Le fou, il est obligé de ramasser un peu dans les poubelles et autres. Mais si le fou, on va lui donner raison, on va l'interdire. Écoutez, ne ramasse plus quelque chose dans les poubelles pour pouvoir manger et qu'on lui donne un peu, il ne peut même pas vivre. Donc, c'est pour vous donner l'exemple que le travailleur qui est soumis à 35 000 francs de SMIC est obligé de faire autre chose pour pouvoir s'accommoder avec la situation. Donc, et ça nous épuise. Et il faut que très rapidement, on puisse s'asseoir pour se pencher sur la problématique du SMIC qui doit refléter la réalité. Le SMIC doit permettre aux travailleurs de se déplacer d'abord fondamentalement de se nourrir, parce qu'il le faut, de se déplacer, de se loger au moins les 3 ans. Maintenant, le quatrième, qui est un peu d'ici, le SMIC doit faire normalement, doit permettre à ce que le travailleur puisse apporter sa contribution en termes de santé. Si la couverture santé est universelle. Si on tient 4 de ces fondamentaux, si on tient compte de ces 4 fondamentaux, de ces éléments fondamentaux, je pense que nous aurons un bon SMIC si on fait une bonne étude. Merci à M. Aya Ogbonjo, secrétaire général de la Fédération des travailleurs de bois et de la construction du Togo. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stanteko. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.